merci de m'avoir invité. Donc, je vais vous présenter les voies de réparation de l'ADN dans le lymphome B diffus à grande cellule. Je travaille sur cette thématique avec le docteur Caroline Brett. Donc, tout d'abord, quelques rappels concernant la réparation de l'ADN. Donc, nous avons 10 puissance 13 cellules qui subissent 10 000 dommages à l'ADN par jour. Donc, les sources de dommages à l'ADN peuvent être diverses, comme le métabolisme des espèces réactives de l'oxygène, la réplication de l'ADN, l'environnement, les réarrangements des gènes VDJ, du BCR et du TCR ou la commutation d'isotypes. Donc, les voies de réparation de l'ADN mises en jeu dépendent du type de dommage que subit l'ADN. Et je vais les détailler dans la suite de cette présentation. Tout d'abord, la voie la plus simple, c'est la réparation directe, qui concerne certains types de dommages de base de l'ADN. Donc la voie méthylguanine, méthyltransférase répare les lésions mutagéniques de type O6-méthylguanine. Donc cette enzyme transfère de façon stoichiométrique le méthyle du O6-méthylguanine dans son site actif, elle est dégradée par le protéasome. L'autre voie, c'est la voie de l'alkylation protéine B homologue qui répare les 1-méthyladénine et les 3-méthylcytosine. Enfin, cette fois-ci, c'est par un mécanisme de déméthylation oxydative. Une autre voie importante dans la réparation des nucléotides, c'est la réparation par excision des bases. Donc le type de dommages réparés sont des petites lésions n'abusant pas la distorsion de la double hélice, comme des bases oxydées, les bases alkylées, les bases désaminées ou l'uracile. Cette voie de réparation commence par la reconnaissance du dommage et le retrait par les DNA glycosylases. Il s'ensuit alors un site abasique, aussi appelé un site AP, pour apurique apyrémidique, qui est pris en charge par l'AP endonucléase, qui va induire une cassure simple brin au niveau de l'ADN, qui pourra être réparée soit par la voie short patch, directement par resynthèse du nucléotide par la polymérase bêta, ou alors par la voie long patch, dans laquelle la polymérase delta epsilon, qui est aussi la polymérase réplicative, qui va synthétiser l'ADN avec déplacement du brin. Le brin déplacé sera activé par la flappe endonucléase. Et pour terminer la réparation, ce sont des complexes ADN ligase qui vont terminer de relier l'ADN. Donc la voie de réparation également importante, c'est la voie de réparation par excision du nucléotide, aussi appelée NER. Cette voie répare des adduits de grande taille, comme par exemple les dimères de thymine qui induisent une distorsion au niveau de la double hélice. Il existe deux modalités de reconnaissance du dommage, soit la voie du génome global, dans lequel le complexe XPC, HR23B et CEL2 va scanner constamment le génome à la recherche de distorsion de la double hélice. Cette modalité de détection des dommages est particulièrement critique dans les zones où l'ADN est peu transcrite, voire pas du tout. Mais également la voie de détection couplée à la transcription, c'est directement l'ARN polymérase 2, donc celle qui synthétise les ARN messagers, qui va être arrêtée, et c'est ce mécanisme qui va détecter la distorsion de la double hélice. Ensuite, les deux étapes convergent vers une étape commune, qui consiste en l'incision double impliquant la transcription de facteur 2H, et les nucléases XPF et XPG. Il va y avoir départ d'un fragment nucléotidique d'une trentaine de nucléotides, et le trou laissé va être comblé par resynthèse d'ADN par la polymérase réplicative. Le tout sera relié par la ligase 1. La voie de réparation des mismatchs, c'est un système de réparation des mauvaises incorporations et des petites insertions en délétion qui surviennent lors de la réplication de l'ADN, donc en phase S du cycle cellulaire. La réparation des mésappareillements est spécifique de brin, car c'est le brin néosynthétisé qui va comporter les erreurs. Donc les déformations induites par un mismatch d'une seule base sont reconnues par le complexe MUT-S alpha, et les petites insertions et délétions sont reconnues par le complexe MUT-S bêta. Le complexe MUT-S va recruter le complexe MUT-L et la nucléase EXO1 qui va enlever de quelques à plusieurs milliers de nucléotides jusqu'à enlever le mismatch repéré par ce complexe. Les nucléotides enlevés vont être remplacés par les polymérases delta epsilon jusqu'à correction du mismatch. Et enfin, l'ADN va être relié. Donc, avant de vous parler du signalement, de vous parler de la réparation des cassures d'ADN double brin, je vais dire quelques mots sur le signalement. Donc,
les cassures d'ADN double brin sont repérées par le complexe mRN qui induisent l'activation d'ATM par phosphorylation. La présence d'ADN simple brin en excès, soit par résection du double brin, soit par blocage de la fourche de réplication, va induire la voie ATR. Donc ces deux protéines clés de signalement des dommages de l'ADN vont activer les protéines checkpoint kinase et aboutir à la fin à l'arrêt du cycle cellulaire pour permettre à la cellule de réparer son ADN. Donc la réparation des cassures d'ADN double brin se subdivise en deux principales voies. Donc la voie NHEJ pour non-homologous aid joining a lieu principalement en phase G0, G1 du cycle cellulaire. Donc, la cassure d'ADN double brin est repérée par l'hétérodimère KU70, KU80, qui va permettre le maintien des extrémités et recruter DNA protéine kinase, qui est impliqué dans le pontage des extrémités. Un processing et une resynthèse du nucléotide manquant va impliquer Artemis et les polymérases mu et lambda. Enfin, la ligation finale sera assurée par le complexe ligase 4 associé à ces cofacteurs. La recombinaison homologue est une voie de réparation des cassures d'ADN double brin de plus haute fidélité, mais qui ne peut avoir lieu qu'en phase S et G2M parce qu'il faut qu'il y ait présence d'une chromatide sœur. Donc, la première étape est la processing des extrémités 5'. Donc on a les extrémités 3', il y a un simple brin long qui est aussitôt recouvert par la protéine RPA. Donc la recombinase RAD51 va remplacer RPA au niveau du simple brin et ce chargement est sous la dépendance de BRCA2. Donc ce complexe va former le filament nucléoprotéique qui va envahir la chromatide sœur à la recherche d'homologie. Il va se former une jonction en X qui s'appelle la jonction de Holliday qui sera résolue par des nucléases et des hélicases. Donc une autre voie de réparation de l'ADN importante, c'est la synthèse translésionnelle ou translésion synthesis qui permet la réplication de l'ADN malgré la présence de dommages au niveau de l'ADN. Les principales étapes consistent en l'ubiquitination du pCNA qui va permettre le changement de polymérase. Donc on va enlever la polymérase réplicative et mettre la polymérase de translésion synthesis. On va être capable de bypasser la lésion, de synthétiser de l'ADN en incorporant quelques nucléotides mais avec un risque élevé de mutation. Lorsque le dommage est passé, la TLS polymérase part est remplacée par la polymérase réplicative delta epsilon. Donc la réparation des crosslinks ou des ponts interbrins fait impliquer plusieurs voies de réparation de l'ADN. Donc les ponts interbrins peuvent être induits par exemple par le cyclophosphamide, donc il se forme au niveau de la molécule un pont entre deux guanines sur les deux brins l'un en face de l'autre. Donc on a un blocage de la fourche de réplication. Donc les acteurs de la voie d'excision des nucléotides vont pratiquer l'incision double de part et d'autre du crosslink. Ensuite, le crosslink va être externalisé en dehors de la double hélice d'ADN par le complexe de réparation de l'anémie de Fanconi qui est composé du complexe F-accord et du complexe IB2. Donc son rôle est aussi de recruter les acteurs de la recombinaison homologue. Pendant ce temps-là, les polymérases de la voie translésion synthesis va continuer la synthèse d'ADN. Et au niveau de la cassure d'ADN sous double brin induite, on va avoir chargement de RAD51, formation du filament nucléoprotéique qui va induire une jonction de Holliday. Et lorsqu'elle sera résolue, ça va permettre le redémarrage de la fourche de réplication. Enfin, la dernière étape, c'est le retrait final du crosslink par la voie d'excision des nucléotides. Donc la réparation de l'ADN a un rôle très important dans la physiologie normale du lymphocyte B, comme par exemple lors du réarrangement des gènes VDJ des immunoglobulines. Donc il y a induction de cassure d'ADN double brin au niveau des RSS par RAC1 et RAC2. Et la voie de réparation NHEJ va permettre de rapprocher, comme dans cet exemple, les gènes V et J et former un cercle d'excision qui sera éliminé. Au niveau de la commutation des isotypes des immunoglobulines, il y a également des mécanismes de réparation de l'ADN mis en jeu. Donc il y a formation d'une air loop. Donc une air loop est constituée d'un hybride ADN-ARN qui a été formé lors de la transcription et d'un ADN simple brin. Au niveau de cette structure, la citidine désaminase inductive, aussi appelée AID, va transformer les cytosines en uracile.
qui va impliquer la voie de réparation des bases, donc la voie BER, dans laquelle va agir l'uracile DNA glycosylase et l'AP endonucléase, qui va former des cassures d'ADN simple brin, mais sur les 2 brins d'ADN, qui va aboutir à des cassures d'ADN double brin. Donc ces cassures ont lieu au niveau de la région S, qui est en amont du gène constant. Et ces doubles cassures d'ADN double brin vont être réparées par la voie NHEJ et là permettre le départ du domaine constant mu des IgM pour pouvoir permettre le rapprochement du gène C gamma pour les IgG. Toutefois, ce mécanisme est impliqué dans les translocations chromosomiques, parce qu'en effet, les sites de cassure récurrents au niveau des chromosomes retrouvés dans les DLBCL peuvent être induits soit par AID ou alors par RAG1 et RAG2, et c'est la voie NHEJ qui va induire la translocation chromosomique. C'est une mécanique de réparation de l'ADN selon son versant pathologique. Donc l'activation constitutive de la réponse au dommage de l'ADN a un rôle pronostique dans le DLBCL. Comme on peut constater une phosphorylation des protéines check1 kinase, le check2 CDC25C, on peut également observer un taux élevé de phosphorylation du variant histone H2AX. Donc la phosphorylation de H2AX se fait par la voie ATM. Et cette marque a lieu au niveau des cassures d'ADN double brin. Donc la marque H2AX phosphorylée est un biomarqueur d'un stress réplicatif élevé. C'est corrélé à l'expression de ces MYC associée à un pronostic péjoratif dans le DLBCL. Donc le DLBCL est caractérisé par environ 3,3 mutations par mégapaire de base. Les mutations des protéines du DNA repair ont été rapportées dans le DLBCL, notamment des mutations des acteurs de la réparation des mismatchs, des mutations de checkpoint kinase 2, de LIGAS4, XLF ou Artemis. Une surexpression des composants de la voie de réparation par excision des nucléotides a été décrite dans les DLBCL à haut risque sur des données de puces, donc c'était le travail de Caroline Brett, et ça pourrait avoir une application potentielle dans la résistance au traitement génotoxique. Donc dans le travail de Caroline Brett, elle a refait le schéma de la voie d'excision des nucléotides et de la réparation des cross-links. Et en rouge, c'est représenté les acteurs qui sont surexprimés dans les DLBCL à haut risque. Et la surexpression de ces acteurs pourrait expliquer la résistance à la doxorubicine ou cyclophosphamide utilisée dans le protocole AirShop pour le traitement des DLBCL. Donc en conclusion, les voies de réparation de l'ADN sont essentielles à la différenciation de lymphocyte B, mais peuvent être également appliquées dans les translocations chromosomiques qui surviennent dans les DLBCL. Il y a également une activation constitutive des acteurs de la réponse au dommage à l'ADN dans le DLBCL et c'est associé à un pronostic péjoratif. Et la surexpression des acteurs de voie de réparation de l'ADN pourrait être impliquée dans la résistance au traitement génotoxique dans le DLBCL. Donc, des protéines clés de réparation de l'ADN étant des sites thérapeutiques potentiels, il y a de nombreuses préoccupations des approches de létalité synthétique en cas de résistance au traitement. Donc voici un exemple d'approche de létalité synthétique. Donc chaque patient traité par des agents génotoxiques va avoir au niveau de la cellule tumorale des cassures d'ADN double brin ou des forces de réplication bloquées, ce qui va entraîner chez la cellule l'activation de l'ATM ou d'ATR et de la voie des checkpoints et arrêter le cycle cellulaire. Donc les petites molécules pharmacologiques actuellement en essai clinique peuvent inhiber ces protéines clés des checkpoints du cycle cellulaire et donc inhiber l'arrêt du cycle cellulaire, ce qui va aboutir en fait à la non-réparation des dommages et la mort cellulaire par des catastrophes mitotiques. Merci pour votre attention.